La dernière, en fait, je l'ai appelée un tiers SEO, un tiers donc SEA plus SMA. Donc SMA, pour ceux qui n'ont pas encore vu apparaître, c'est Social Media Advertising, c'est tout ce qui est Facebook Ads. Et dans mon tiers SMO & Co, je package tout dedans, ça veut dire social media, newsletter, tout ce qui peut manquer. Le but, ça va pas être d'être à un tiers, d'être parfait, mais le but, ça va être de comprendre l'intérêt de répartir ces sources de trafic et voir que finalement, plus je les répartis, plus l'ensemble est puissant. Donc voilà, c'est là où je vous explique ce que je suis en train de vous raconter. Et ça, on l'a regardé sur une cinquantaine de sites internet qu'on manage, e-commerce, classique, et on a essayé de développer un petit peu tout ça, et on s'est rendu compte qu'un équilibre dans les canaux de trafic, ça performe très très bien. Donc, petite micro intro marketing, parce qu'on est des marketeurs, vraiment des malades de marketing au bureau. L'idée, c'est pas qu'on travaille le web, c'est pas des simples sources de trafic. Le SEO, c'est pas une source de trafic. Le SMO, c'est pas une source de trafic, juste une source comme ça. Le but, c'est de comprendre qu'on va activer l'ensemble de ces leviers en mettant en place une stratégie commune à l'ensemble de ces leviers. Et nous, on part de la stratégie et on voit comment on va déployer les choses. Et l'intérêt de ça, c'est de pas partir comme des guerriers dans tout ce qu'on a un petit peu entendu avant, où Raph expliquait, on va voir un exemple après, voilà, ceux qui ont fait que du AdWords, ceux qui font que de ceci, que de cela, c'est une erreur fondamentale parce que plus vous allez relier les choses, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, plus vous allez voir ça monte tout seul, que le trafic se développe de plus en plus vite, et après, c'est limite, ça s'auto-alimente. Alors, on va refaire je repositionne des petites choses avant de partir dans le trafic. Donc, je rappelle une chose fondamentale. Nous, on va parler de marketing, et il y a un truc, et un gros problème que nous, on croise de plus en plus, et toujours dans plein d'entreprises, c'est les entreprises qui font du marketing et puis à côté ils ont un site web. Donc nous, là, tout ce que je vous expliquais, ça nécessite obligatoirement le fait de réintroduire parfaitement mon site, ma stratégie web dans l'ensemble de mon mix marketing. On ne peut plus aujourd'hui, pour des entreprises, avoir le web qui est dans le bureau au fond du couloir avec un pauvre webmaster qui est censé gérer ça et il est tout seul. On le croise dans les TPE-PME, on le croise dans les très grands comptes, très grands groupes. Comme c'est filmé, je ne vais pas citer certaines très grosses sociétés, très grandes banques ou opérateurs téléphoniques, pas celui d'ici, un autre en face, l'autre plus gros, voilà, où on croise Internet. J'étais dans une très grosse société la semaine dernière, très grosse société autour de la téléphonie, où 75 000 fans sur la page Facebook, c'est un truc assez récent, qui a 3 ans. Donc ils me parlent de leur social media, ils me parlent de plein de choses. Quand je leur demande combien ils ont de visiteurs sur le site, le directeur digital n'a pas été foutu de me répondre. Il ne savait pas combien il a de visiteurs sur son site, il ne regarde pas ses stats. Et ils mettent en place, ils dépensent des fortunes dans plein de trucs. Donc voilà, c'est juste de comprendre que le digital, c'est pas j'ai d'un côté le digital, de l'autre côté j'ai le reste. Donc là, nous on va réfléchir en global. Autre point très important quand on veut parler de marketing, et nous là sur les sources de trafic, ça va être essentiel, c'est de se rappeler qu'il y a un système qui s'appelle le processus d'achat du consommateur, qui existe depuis, qui a dû être créé à peu près au démarrage du marketing, ça veut dire il y a maintenant post-seconde guerre mondiale dans les années 50, reconnaissance du besoin, recherche d'infos, évaluation des solutions, décision achat, évaluation post-achat. Ce qui est hyper important à comprendre dans nos univers, c'est qu'aujourd'hui, les 5 étapes-là, qu'avant on allait faire, fallait faire des magasins, on discutait avec nos potes, etc., on les fait de son canapé et on peut les faire en 20 minutes. Ça veut dire qu'en 20 minutes, je peux me dire, tiens, j'ai besoin de quelque chose, 20 minutes après, je l'ai acheté. J'ai tout fait avec mon ordi, sauf que je ne vais pas aller direct sur un site, je peux être multisource. Je vais peut-être prendre ma décision sur 2-3 jours, mais elle sera 100% digitale. Et je vais regarder, chercher des sites, mais par plein de sources différentes. Et ce qui est hyper important à comprendre, pour ceux qui ne travaillent soit que le référencement, que les ads, que le social media, bah c'est une erreur fondamentale, non seulement sur le volume de trafic, mais c'est une erreur fondamentale pour capter les gens à n'importe quel moment de la réflexion du processus d'achat. Et ça, on va essayer de le comprendre et vous allez voir que c'est assez particulier. Vous avez dans Analytics, pour ceux qui adorent les stats, un magnifique petit onglet en bas qui s'appelle Conversion, où vous avez vos fameux entonnoirs de conversion, tunnels de conversion, et ce qu'on appelle l'attribution management. L'attribution management, ça vous indique
le niveau de quand est-ce que votre conversion est arrivée. Donc vous pouvez savoir dans ce qu'on appelle les premières interactions, deuxième, troisième, quatrième, cinquième interaction. Un internaute avant d'acheter, il est venu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois sur le site. D'accord? On va avoir toutes les sources de trafic exactement. On va pouvoir savoir si par exemple mes AdWords sont plutôt un outil de première interaction pour me faire connaître ou si mes AdWords c'est un outil pour finaliser la vente. Et en fait, quand on analyse plus on analyse ces modèles-là, plus on comprend qu'au niveau trafic, il va falloir être multisource de trafic. On a des milliers de chemins différents quand vous étudiez la conversion. Là, je vous ai mis pour un petit site les chemins, la première liste de chemins, je crois que j'ai 850 chemins sur ce site à peu près. Donc ça, c'est les basiques, ça va. J'ai fait 915 ventes, les gens sont arrivés direct par un lien commercial, j'ai vendu tout de suite. Voilà, une seule visite. Là, j'en ai 2, 3, ça c'est tranquille. Après, je vous ai mis le tordu de service et on en a des centaines. Donc voilà, là on a quand même eu quelques personnes. Et en plus, c'est pas qu'une seule vente, là, il y a 15 ou 20 personnes qui ont fait ce même chemin. Donc avant d'acheter, un résultat naturel, ensuite ils sont revenus en lien commercial, puis site référent, puis je sais pas ce que c'est, puis liens commerciaux. Là, j'ai 10, 12, 13, 14, 15 visites. Si je ne fais que du SEO, ou que je ne fais que du ads, ou que je ne fais que autre chose, je paume les 3/4 de mon business. Et ce qu'on va voir, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le trafic, là. Non seulement en conversion, si je travaille pas tout comme il faut, j'en perds beaucoup, mais en plus, si je travaille tout, l'avantage, c'est que je monte encore plus vite. Donc ça, c'est un petit rappel. Je vous ai mis le comportement d'achat de consommateurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le digital, celui-là, on le croise en marketing, mais on se le récupère beaucoup dans le digital. Ça, c'est mes axes. Quand vous faites des stratégies de communication, faire connaître, vous avez faire aimer, faire agir, etc. Donc faire connaître, faire venir, faire acheter, faire revenir, faire adorer, ça, c'est très web. La notion d'ambassadeur, elle se développe beaucoup. Donc le suspect, le prospect, le client fidèle. Il faut que je puisse le choper à n'importe quel moment, soit du comportement d'achat, soit au moment où il est en suspect, en prospection, client, et que je me le garde après. Ça, c'est pareil, c'est encore avec d'autres sources de trafic type newsletter, que je vais arriver à fidéliser, en social media, que je vais arriver à transformer en ambassadeur. Alors, là, du coup, vous l'avez compris, j'avais peur de pas trop aborder la conversion. C'est juste un petit rappel, parce qu'aujourd'hui, je parle de trafic, parce qu'en général, la grande majorité de mes conférences sont axées sur la conversion et rien que sur la conversion. Nous, on est le seul et unique but pour une entreprise, logiquement, avec son site, c'est de convertir. Et que je rappelle qu'avant de développer votre trafic, optimiser votre taux de conversion, c'est une erreur fondamentale. Si vous avez 0,3% de taux de conversion sur votre boutique en ligne et que vous mettez à investir 10 000 € par mois AdWords, un gros boulot de référencement, etc., vous allez doubler, tripler, quadrupler votre trafic, vous avez que 0,3 de conversion au départ, vous êtes toujours à l'arrivée. Alors que si vous optimisez la conversion dès le départ, votre 0,3, vous le passez à 1%, 2%, ok, une fois qu'il est à 2%, augmentez votre trafic. Là, votre chiffre d'affaires, il explose. Donc toujours très important avant de vous jeter dans de l'évolution de trafic, jetez-vous sur l'optimisation de votre conversion. Vous avez, il y a plein de choses faciles à faire et un peu plus techniques et plus complexes, notamment l'A/B testing. J'ai mis un petit lien, j'ai fait une conférence pour Optimizely, elle est sur YouTube, où j'explique pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'A/B testing, et je fais plein de démonstrations, plein d'études de cas pour montrer comment un petit changement de couleur, je passe un petit bouton vert, je le passe en rouge, je fais plus 30%, un petit mot que j'ajoute qui fait plus 20%, et après plus de techniques. Donc, là, on va parler de trafic, mais rappelez-vous toujours qu'avant de démarrer hausse trafic, focalisez-vous sur votre taux de conversion et sur son optimisation. Alors, le but de tout ça, en fait, le gros danger qu'on a sur le web, on revient à notre trafic, c'est la dépendance. Ne jamais être dépendance d'une source de trafic, d'un seul univers. Juste avant, on va avoir des toutes petites redondances avec Raph, parce qu'effectivement, à partir du moment où je veux parler de la dépendance, logiquement la première, ça va être ma SEO dépendance. J'ai mis un exemple, alors désolé, je ne savais pas qu'il y aurait un ou deux autres exemples dans la journée. Donc voilà un site qui a 1,6 million de visiteurs par mois, 86% de son trafic organic search, pas de bol. Le petit plongeon perd de plus de 50% de ses positions. Alors là, je vous l'ai mis, c'est par mois, mais c'est le même graphique que tout à l'heure, c'est en 3 jours. Hein. En 3 jours, il est parti. Et donc aujourd'hui, j'ai regardé les stats, sont 1,7 million. Là, il a 800 000 visiteurs par mois. Il vit que de la pub. C'est un site qui ne vit que de la publicité. Quand vous passez d'1,7 million, 1,8 million à 800 000, il en reste 800 000 quand même. Hein. Mais il a quand même beaucoup perdu. Et puis ça continue de descendre. C'est le petit panda tout à l'heure. C'est jamais fini. Vous descendez brutalement et puis après, vous descendez à l'infini. Donc lui, c'était 100% SEO. 86%. Il est mort.
La boîte, franchement, ils sont mal. Après, un autre truc, c'est la AdWords dépendance. Donc je suis un passionné de Google AdWords, on est assez réputé là-dessus parce qu'on bosse beaucoup. On bosse énormément. Nous, notre but, c'est pas d'enrichir Google, mais c'est d'enrichir nos clients. Donc, on a une réputation de faire en sorte que les gens dépensent le strict minimum en AdWords pour gagner plein de sous. On a eu un exemple il y a 4-5 ans, d'une boîte de pièces automobiles de vente en ligne. C'était avant Oscaro, avant tout ça. Donc, c'est une boîte qui aurait pu devenir leader. Sauf que ils n'avaient jamais bossé leur référencement, ils n'avaient jamais rien bossé du tout, ils faisaient tout leur business avec les AdWords, ils dépensaient une fortune en AdWords, ils ont eu un gros souci de cash, ils ont eu une escroquerie, ils ont eu un gros problème, il a fallu couper les AdWords. Donc ils ont juste coupé la source de trafic qui amenait 95% du chiffre d'affaires. Ils ont tenu, je sais plus, j'ai mis 8 mois plus tard, c'était le dépôt de bilan, mais 2 mois après, il n'y avait plus personne dans la boîte. Donc voilà, pareil, coup des AdWords, on ne doit pas être dépendant des AdWords, surtout pas. Autre aparté, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu abordé, notamment la première conférence ce matin, sur les marketplaces dépendance ou affiliation, etc. On a expliqué ce matin que c'était hyper dangereux pour le référencement, il faut bien vous le rappeler. Quand vous faites des exports pour être visible sur les comparateurs de prix, sur les marketplaces, effectivement, le problème c'est qu'on fait des exports de nos contenus. Or, Amazon en référencement, ils sont vachement plus puissants que vous en général. Donc quand vous exportez vos fiches produits sur Amazon, faut pas rêver avant que votre fiche sorte devant Amazon, bon courage. Personne n'y pense, parce que déjà c'est chiant de faire 17 000 fiches produits, mais si en plus, pour les balancer sur Amazon, il faut que j'en refasse 17 000, un peu compliqué. Et ça, c'est la partie rêve de ce matin là-dessus, c'est super important, c'est un des grands dangers en ce moment. Moi, j'interviens pas mal dans le tourisme. J'ai fait une conférence l'année dernière. Ils m'ont confondu avec Google. J'ai fait me faire tuer. J'avais que des directeurs d'hôtels, des chambres d'hôtes, les offices du tourisme, qui sont tous désespérés. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont tous sur Booking.com depuis perpète. Booking, c'était super, c'était génial. Pour eux, ils ont fait que ça. Maintenant, Booking, ça monte. Ils sont full dépendants de Booking. Puis les commissions aussi, elles montent. Et maintenant, ils pleurent. Fallait pas se mettre à fond sur Booking. D'où petite mise en garde avec les marketplaces. Moi, j'essaie de faire attention parce que j'ai beaucoup de clients qui veulent absolument être sur les marketplaces. Si vous avez des boutiques en ligne, ok, au lancement, je reconnais les marketplaces, c'est sympa. Vous démarrez votre boutique, vous faites 12 € de chiffre d'affaires, vous balancez tout sur Amazon, sur Price Minister, sur Galeries Lafayette, La Redoute et compagnie. D'un seul coup, vous faites plein de chiffres. Sauf que du coup, ça vous motive pas à faire votre référencement et à faire tout le reste à côté. Donc faites attention, ne mettez pas tout sur les marketplaces et continuez de bien bosser le reste à côté. Et là maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, de se dire, ok, alors qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce que je le mets en place? L'idée, c'est de se dire que c'est le truc qui est génial sur le web, absolument tout est lié et relié. Et en fait, quand on travaille un secteur, une source de trafic, une autre source va en bénéficier. Et si on organise bien les choses, on peut arriver à faire en sorte de ne pas avoir à faire 15 fois le boulot et que tout monte de plus en plus vite, de plus en plus vite. Alors, j'ai fait un petit graphique à la place, voilà. Alors, formule idéale, point d'interrogation, bien entendu, c'est pas le un tiers qui compte, c'est la réflexion. L'idée, c'est d'avoir un tiers de trafic, référencement naturel et dedans, j'intègre très souvent le trafic direct, parce que en général, le trafic direct, il existe quasiment plus. C'est des gens qui tapent votre nom de domaine dans Google. Sauf qu'avant, quand on n'avait pas le Not Provided, on pouvait parfaitement répartir. Les gens qui tapaient le nom de ma boîte dans Google, je me les mets en trafic direct. Et ceux qui ont tapé des mots-clés, je me les mets en trafic SEO. Là, maintenant, on peut plus trop, donc moi, je le package un peu. Après, de se dire que je vais payer un tiers de mon trafic, je vais vous montrer après comment est-ce qu'on peut répartir les choses précisément. Et au-dessus, social media, newsletter, moi j'ai le lien référent. Alors les liens, vous avez compris, je n'étais pas branché lien du tout, sauf ce qu'on appelle le référal. Je suis très branché trafic qui vient des liens. Donc ça veut dire que pour moi, le référal, le trafic qui vient de sources référentes, c'est comme du social media. Je ne le mets pas dans SEO. Moi je ne fais jamais de lien, là, dans la boîte on ne fait jamais de lien pour le référencement, on ne fait que des liens pour obtenir du trafic. Je m'en fous d'avoir des positions, être premier sur plein de choses, si ça ne me ramène pas de trafic, ça ne me sert à rien. Donc je préfère directement avoir du trafic plutôt que chercher à être premier. Donc la répartition après, on continue, parce que tant qu'à faire, autant rester matheux un petit peu jusqu'au bout. L'idée, référencement naturel, mon trafic, il va se répartir, je prends la proportion France, 90% Google, 10% Yahoo Bing. Ok. Pour moi, SMO, l'idée, ça va être, je vais bien essayer de bosser pour avoir
du trafic social média pur, Facebook, Twitter et compagnie, qui représenteront un tiers de mon tiers. Mes newsletters, si je les travaille bien, on va voir 2-3 petits trucs après, qui représenteront le tiers de mon tiers. Et mon référal, le tiers de mon tiers. D'accord? Et voyez, plus je vais répartir les choses, plus je me sécurise complètement. Et plus je répartis, finalement, plus chaque source va en bénéficier. Et après, sur les ads, donc nous on est des fondus de ads, parce qu'on les maîtrise bien, et qu'on arrive à tirer les coûts très très bas. Dans le ads, il y a Google AdWords, donc moi je répartis plutôt moitié AdWords, 10% Yahoo Bing, ça dépend du secteur d'activité, par moment on fait pas du tout de Yahoo Bing, et de plus en plus du ads Facebook, mais pas le ads bannière, tout ce qui est ads sponsor, tout ce qui est article sponsor, qui est complémentaire au social media, qui marche très très bien quand vous savez bien le manager. Facebook a sorti toutes les dernières nouveautés cette année qui pourraient quand même fortement... Moi je trouve que c'est hyper complémentaire à Google AdWords. Mais voilà, aujourd'hui, dans les ads, c'est plus, je mets plus juste quelques petits critères de centre d'intérêt. Je peux faire du reciblage complet, très précis. Et puis on peut l'anticiper, ça qui est génial. Vous pouvez mettre, nous on récupère un site client, on va mettre dessus nos petits pixels. Et puis on sait même pas si on fera du ads avec lui. Puis le jour où il décide de faire du ads, on a notre pixel qui est dessus depuis 3 mois. On a récupéré, pour le reciblage, on a récupéré plein d'infos, ça va aller vite. Et on peut même jouer, alors ça c'est pas très légal pourtant, avec les bases de données mail. Ça veut dire qu'on peut incrémenter, pour faire des campagnes ads, Facebook, on peut incrémenter ses mails, toutes ces bases de données mail dedans, et il cherche tous les mecs qui ont un compte Facebook sur cette adresse mail. Vérifie pas vraiment si la base de données elle est opt-in ou opt-out quand même. Donc ça c'est un peu border, mais ça veut dire que dans les ads, voilà, on peut aussi répartir les choses. Donc dans mon idée, je vais tout répartir. Donc voilà, je vous ai fait le tableau avec les chiffres exacts. Le total fait 100. Bien entendu, on n'est pas sadomaso. Hein. Je ne vais pas avoir 3, 30, 11, 11, 11. C'est la philosophie qu'il faut retenir. Après, tant qu'à faire, autant mettre des chiffres un petit peu au départ. Donc je vous montre un bon élève. Voilà, on a pas mal bossé là-dessus. Alors vous allez voir, c'est particulier. C'est pas parfait du tout, mais mon paid search, je suis à 30 points. Mon organic search, je suis à 26. Le reste fait un petit peu plus, et là, sur ce site-là, c'est le référal qui ramène 36 points. Et ce qui est particulier sur lui, je vous ai grossi le détail. Voilà, j'ai grossi le détail. Donc voilà, en trafic, donc j'ai bien quasiment mon tiers, un peu moins que mon tiers, elle est un peu plus gros que mon tiers. Et ce qui est bizarre, c'est que ma conversion, elle est bien répartie, mais pas de la même façon. Voilà. Ma conversion, elle est quasi parfaite. Organic Search, 31,73, le paid 39, et donc quand je cumule le reste, j'ai mon dernier tiers. Et donc ça donne quelque chose de nickel. Sur ce site, plus on a essayé de manager les 3, plus son référencement a explosé, alors que franchement, on n'a rien fait sur ce site en référencement, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, on a fait du social media sous une certaine forme qui a fait bénéficier notre référencement. Donc voilà, plus on a travaillé les éléments les uns en parallèle des autres, plus ils se sont entremêlés, plus le site monte. En conversion aussi, c'est ce qui nous intéressait, nous c'était pas le trafic. Donc voilà, la phrase facile, plus vous serez multicanal, plus vous serez multicanal. Notre objectif du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors je vous montre un petit exemple, je vais monter un petit exemple super basique, un peu débile, mais au moins il est rigolo. Voici la majorité des sites internet. Ça veut dire 80% de mon trafic arrive de Google, en gros. Je fais un petit peu de social media, j'ai une petite newsletter qui part tous les 6 mois. Et je dépense un tout petit peu de fonds AdWords. J'ai 1000 personnes qui viennent, mais personne n'achète parce que je sais pas faire bien du AdWords. Donc là, l'idée, c'est de partir. Ma priorité, moi, systématiquement, quand on récupère un site, c'est de partir sur les ads. C'est le truc le plus manageable. AdWords, Facebook Ads. Je vais pas dire c'est facile parce qu'on y passe un temps fou, mais c'est très facilement manageable. Il faut qu'il y ait du budget derrière, bien entendu, mais pas nécessairement des tonnes de budget. Mais à partir du moment où je mets le numéro de carte bleue, je sais que j'ai du trafic. Donc ça, c'est quelque chose que je peux manager immédiatement. Le référencement naturel va prendre du temps. Et le social media, il y en a plein qui rêvent, quand je vois le nombre de CV de jeunes qui m'envoient des CV pour être community manager, je crois qu'ils n'ont pas bien compris le métier. J'ai l'impression qu'ils vont faire 3 posts Facebook par jour et qu'ils sont contents. Voilà, le community, ça prend un temps fou à prendre, sauf buzz. Enfin, un buzz sur 10 000. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc, ads en premier. En parallèle, je bosse mon rêve de fond et je vais travailler mon social media en m'aidant avec mon social media ads. Donc, je vous donne des exemples. Alors, Google AdWords, par exemple, je fais
ce que nous on appelle les campagnes AdWords SEO. Donc chez nous, une campagne AdWords SEO, c'est une petite campagne AdWords, on l'appelle aussi générique par moment, qui a pour objectif de parfaitement identifier les expressions clés qui pourraient être très performantes pour nous. Avant, on utilisait Google Analytics, on prenait les mots-clés qu'on avait dedans et qu'on n'a plus, merci Google. Donc ça, c'est très pratique parce que ça va nous permettre d'identifier plein de choses très très vite. Et de là, notre SEO partira sur des très bonnes bases immédiatement. Donc on va réoptimiser le SEO en parallèle, mais on a besoin de AdWords pour bien faire le SEO et pas perdre de temps. Ensuite, je prends une autre campagne AdWords classique, donc si je monte très très bien les choses, j'augmente mon trafic et il est hyper ciblé. J'augmente ma conversion client, mais ça se relie à une autre source de trafic, puisque j'ai augmenté mon stock client, j'ai augmenté ma base de données client, donc ma base de données mail, donc j'ai augmenté le potentiel de ma newsletter. Puisque j'ai augmenté le potentiel de ma newsletter, je vais pouvoir augmenter le trafic de ma newsletter. Je récupère là, et derrière, je vais fidéliser et récupérer ici. Alors AdWords, petite précision quand même, je me fais plaisir. Du coup, avec ce que je viens de vous dire, c'est le moment d'optimiser vos campagnes AdWords. Nous, je reconnais qu'on est assez effarés. On récupère beaucoup de campagnes qui sont gérées par des agences. Le mot gérer peut-être en trop. Voilà, qui sont, je sais pas, qui sont, voilà, on ouvre les... Dans AdWords, il faut savoir qu'à droite, vous avez un historique des modifications. Quand vous voyez une boîte qui a payé une agence pendant 1 an et que l'historique des modifs, il est globalement vide, vous posez des questions quand même. Donc, dans mon délire, dans ce que je vous raconte, vous allez me dire, le problème, c'est qu'il faut avoir le budget. Bon, en général, si vous êtes déjà une campagne, elle n'est pas hyper optimisée. Si on l'optimise à grave, à mort, vous bossez vachement dessus, vous obtenez par exemple ça. Je vous ai mis un petit exemple simple. J'ai le même budget, 300 €. Je dépense 10 € par jour. Je récupère une campagne, le clic moyen, il est à 0,36. Je le retravaille, il va tomber à 0,25. Mon nombre de visiteurs par jour, du coup, était 28, il passe à 40. Nombre de visites par mois, 830, 1200. Sauf qu'entre-temps, comme j'ai hyper optimisé ma campagne, j'ai plus trop de déchets, j'ai fait bondir mon taux de conversion. En optimisant bien, on y arrive. Si je mixe plus de visites, moins de co-clics, donc plus de visiteurs, un taux de conversion qui explose, voilà, mon coût de conversion, il passe de 167 € à 13 €. De là, je peux très fortement, une fois que j'ai optimisé, on augmente le budget derrière. Un client qui a appelé l'autre jour en panique parce qu'il lâche 4000 € par mois. Petit client qui, voilà, il fait dans un univers B2B et en fait, il nous a affilé ses campagnes et le premier mois, on a récupéré la campagne, il a dépensé que 1500 €. Donc il était en panique complète. Et en fait, il a fait plus de conversions avec les 1500 qu'il en faisait avec les 4000. C'est juste que nous, au départ, on sert les campagnes, on fait le ménage, on optimise les choses. Ouais, j'en ai mis un pour pas parler dans le vide. Au cas où il y en a un qui me disent oui, mais bon, c'est du blabla. Voilà, il arrive, lui, il dépense 27 000. Hop, plusieurs mois plus tard, il dépense 15 000. Et si vous regardez, volume de clics a plongé, volume de conversion a fortement monté. 32, il est à 16 de conversion. Et il est monté. J'ai pas le total conversion là-dessus. Ah si, je suis con. Voilà, 850 conversions en dépensant 27 000. Il en a 923 en dépensant plus de 15 000. Ça marche très bien, les AdWords, quand on bosse dessus. Voilà. Mais il faut y passer du temps. Mais potentiellement, ça marche très très bien et pas nécessairement avec des budgets délirants. D'accord ? Ensuite, mon ads, mes social media ads. Donc là, pareil, il y a plein de choses à faire. Je fais un concours Facebook. Super. Donc concours Facebook, je vais le promotionner avec du ads. Donc comme je le promotionne avec du ads, il va marcher. Je vais avoir un nombre de fans qui augmente. Là encore, j'ai augmenté ma base de données de contact, ma base de données mail, donc ma newsletter va pouvoir cartonner si je la bosse bien derrière. Après, je fais une campagne classique pour mon site, pour amener un peu de trafic sur mon site aussi, auprès de mes fans. Donc j'ai une hausse de trafic direct de mon site social media sur social media. Donc ça, c'est pareil, je viens d'augmenter un petit peu artificiellement mon trafic social media. Sauf que comme je l'ai augmenté, j'ai augmenté mon nombre de fans. Si je me mets à poster des trucs un petit peu intelligents, à un moment, j'ai plus besoin de payer. Puisque je suis passé de 1000 fans à 20 000 fans, maintenant mes 20 000 fans vont relayer tout ce que je diffuse. Si je mets, vous allez voir après, le secret, c'est le contenu. Si tout ce que je mets, c'est intelligent, ils vont se mettre à relayer mon contenu. Puisqu'ils relaient mon contenu, je vais récupérer du linking aussi. Donc pour mon SEO, je vais monter. Mon SMO, j'y arrive. Alors, le secret du SMO, il n'y en a qu'un, c'est un peu comme le secret du référencement, c'est le contenu. Point barre. Pour avoir un bon SMO, il va falloir avoir du bon contenu, de qualité, avec de la récurrence. C'est chiant.
à faire. Puis c'est pareil, faudrait pas que dans le SMO on se retrouve avec ce qui s'est passé dans le SEO, parce qu'on dit aux gens qu'il faut plein de contenu, bah, ils vont aller externaliser au bout du monde plein de contenu. Moi je m'amuse à lire plein d'articles, mais j'ai un défaut. Chaque fois que je vois des articles de blog, je compte le nombre de mots, je les mets dans... Je regarde pile poil le nombre de mots. C'est bizarre, c'est le nombre d'articles qui faisaient pile 300 mots. Et maintenant, ils font tous entre 495 et 505 mots. Comme c'est bizarre, cette chose-là. Je ne comprends pas. Moi, quand j'écris un article, si maintenant je compte les mots pour voir, pour me dire, tiens, il fait combien? Je fais gaffe. Si vraiment, j'ai pas de bol, ça tombe pile poil à 1000 mots, 500 mots, 1000 mots, je vais en ajouter pour pas qu'on croie que ça a été fait à l'autre bout du monde. Donc, on fait des bons contenus. Il n'y a que ça à faire. On fait des super contenus. Il faut intéresser les internautes. Je fais du bon contenu. Je le publie sur mon blog qui est sur mon site. Donc d'un seul coup, hop, je viens de récupérer quand même du contenu pour mon site. Donc mon référencement naturel va obligatoirement augmenter, puisque j'ai fait un bon article de blog. Hausse de trafic, puisque mes articles sont bons, j'ai plus de trafic SEO, il y a plein de gens qui viennent sur mon site, comme mon article est bien, ils vont encore me repartager. Puisqu'ils me retweetent et compagnie, j'ai mon linking qui augmente. Donc je pars d'un bon contenu, avec un bon contenu j'augmente mon RefNat, j'augmente mon linking, donc j'augmente mon RefNat. Si mes contenus sont bons, j'ai de plus en plus de fans, donc j'augmente aussi toute ma partie trafic social média. Et c'est des super basiques hein, par rapport à tout ce que j'ai entendu dans la journée. Moi, je vous raconte des trucs à neuneux. Hein. C'est la fête à neuneux par rapport à tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc voilà, on est dans du très simple. Alors, je vais vous montrer, je crois qu'il est là, une petite astuce que j'adore faire. Moi, j'estime qu'une fois qu'on a trouvé un bon filon, c'est tellement compliqué de trouver un bon filon thématique, notamment social media. Quand vous l'avez, faut pas le lâcher, faut bien l'exploiter comme il faut. On a fait un truc pour un client cette année, il voulait faire un livre blanc dans le B2B. Génial, moi j'adore. Hein. Je me suis tapé 500 pages, donc je peux encore en écrire d'autres. Donc on a écrit un livre blanc. L'idée du livre blanc, normalement, c'est je le mets sur mon site, les gens pour télécharger le livre blanc, ils me lâchent leur mail. Ok, c'est la première ligne. Ils me lâchent leur mail, j'ai une base de données mail pour ma newsletter. Sauf que là, il faut penser aux internautes. Un livre blanc, 40 pages à lire. Il y a des internautes, 40 pages à lire, c'est chiant. Ça les emmerde. Alors je me dis, je vais le découper en 40 articles pour mon blog. 40 articles découpés pour mon blog. Si j'en poste 2 par semaine, ça me fait 20 semaines d'animation quand même, c'est pas mal. 20 semaines d'animation. Puis en plus, comme je vais d'un seul coup sur mon site créer au fur et à mesure 40 nouvelles pages, merde, je gagne des pages, je gagne encore du référencement naturel. Trop facile. Donc je gagne ça, et comme mes articles seront super bien, SMO, je vais aussi gagner. Mais après, il y a ceux qui aiment encore moins lire, ou qui ne voulaient pas lire les 40 pages, mais qui voudraient tout d'un coup. Pas de souci. Prends mon bouquin, on va le transformer en PowerPoint, on va condenser tout ça, on va se le mettre sur SlideShare, on va le relayer sur une nouvelle page sur notre site internet. Pour ceux qui aiment moins lire, pareil, je regagne encore une page, et je vais encore gagner du social media. On peut aller loin avec le livre blanc. Hein. Après, c'est pareil, il y a vraiment ceux qui n'aiment pas lire du tout. Mais vraiment pas. Mon PowerPoint, hop, c'était encore mon PowerPoint, il est là. Mon PowerPoint, j'en fais un tuto vidéo. C'est tout con, hein. Je prends mon PowerPoint, je mets mon petit micro, et il est jamais loin. Ah, il est là. Voilà, je prends mon micro, je m'enregistre, je fais un petit tuto vidéo, je le mets sur YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. Bien entendu, je recrée une page sur mon site, je mets mon tuto vidéo. Les tutos vidéo, ça marche du feu de Dieu. Tout le monde va me liker à mort. Tout le monde va partager la page de mon site, hein, bien sûr. Le but, c'est pas que les gens la regardent sur YouTube, Dailymotion, c'est très bien. Ça amène de la notoriété, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère qu'ils regardent sur mon site et qu'ils aiment bien qu'ils partagent la page de mon site. Oups, partage, linking, etc., etc. Donc vous voyez, en partant d'un contenu costaud, on découpe, on a une stratégie complète qu'on peut accompagner avec du social media ads aussi, et ça va nous permettre d'obtenir une très forte évolution de notre trafic. Là, j'ai juste fait un livre blanc, faut le faire, mais au moins on l'exploite jusqu'au bout. Quand vous trouvez un thème, il y a 2 ans, j'ai fait une conférence un soir, on m'a demandé de faire une conférence de 15 minutes, ce qui est à peu près impossible normalement chez moi. J'ai fait 9 pauvres slides, donc ça s'appelle « Le référencement est mort ». J'aimais bien ce titre. Et j'ai mis mes 9 pauvres slides sur SlideShare pour les 50 personnes qui étaient à la conférence. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu 1700 chargements dans le week-end. J'ai jamais compris ce qui s'était passé. La semaine suivante, j'ai fait un article sur, je sais plus quel gros site de chef d'entreprise. Là, du coup, j'ai pris mes slides, j'ai tartiné complet. Après, j'ai redécoupé, j'ai fait un PowerPoint que j'ai mis à un autre part, mais en plus complet. J'ai fait un tuto vidéo pour ma plateforme de e-learning. Donc voilà, quand vous avez un thème qui marche, allez pas chercher un autre thème. Hein. Gardez déjà celui qui marche, tirez-le jusqu'au bout et ensuite vous irez autre part. Conclusion de notre exemple. J'ai fait beaucoup plus vite, je me suis dit, l'heure tourne, on va pas les épuiser trop non plus quand même.
Conclusion de l'exemple. Au départ, voilà mon trafic. 8000, 1000, 1000, 80, 10, 10. Mon but, c'est d'arriver là. Pas rêver, hein, on va pas arriver pile poil là. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en voulant essayer d'arriver à cet équilibre, vous aurez fait performer ça et performer ça en plus. Et finalement, automatiquement, votre organique aussi, il aura performé. Et du coup, en gros, je caricature, mais ça donne ça. C'est-à-dire que oui, vous allez peut-être remonter à 8000, 8000. Par contre, entre-temps, le SO, il aura continué de monter. Vous n'aurez pas un tiers du tout. Mais c'est pas grave. Vous aurez juste doublé, triplé votre trafic. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on travaille comme ça, qu'il faut travailler comme ça. Il n'y a pas de truc à se dire, faut que je fasse du social media, est-ce que je fais du AdWords? Faut tout faire, mais le faire bien. Le faire de façon hyper marketée, hyper stratégique. Ah, moi, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. C'est que quand vous touchez à un côté, bah, ça bouge de l'autre systématiquement. Et que, voilà, quels sont les sites tous les sites qui performent. On a, je sais pas, 50, 60. Il y a nos clients et puis on a plein de partages de stats, plein de trucs. Je sais pas, je dois avoir 80, 90 sites. Quand je regarde les stats, les sites qui performent ont un équilibre. Quasiment systématiquement. Aujourd'hui, j'ai un équilibre. Et plus les sites sont équilibrés, plus je vois que le trafic, il monte. Pas nécessairement en bossant tellement. Parce que ça s'enchaîne. Donc voilà, alors ça, je me suis planté parce que je voulais faire une connerie à la fin, comme le disait le grand philosophe Jean-Claude Van Damme. Dans le marketing digital, tout est interconnecté, 1 plus 1 égale 3. Parce que de mémoire, il avait dit 1 plus 1 égale 3. On m'a rappelé tout à l'heure au bureau que 1 plus 1 égale 3, c'était Bernard Werber, et que Van Damme, c'était 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 11. Donc ça collait plus du tout avec ma vanne. Sauf que comme j'ai envoyé le PDF tout à l'heure, j'ai pas pu changer ma connerie. Donc voilà. Et après, bah, une fois que vous avez fait ça c'est un de mes délires, qui peut accompagner la suite. C'est ce que j'ai appelé le Go to e-market. Parce que vous prenez les initiales, c'est beau. Surtout la veille de la Saint-Valentin. GTEM, ça fait je t'aime. L'idée, c'est que voilà, nous on bosse beaucoup avec de la data, comme ça, on fait des prévisionnels complets pour des gros clients. Et ce qui est génial, on peut faire des business plans pour des levées de fonds avec ça, c'est une tuerie. Ce qui est génial quand nous on travaille comme ça, en se disant on va équilibrer nos sources de trafic. Donc pour les équilibrer, on va faire, c'est des tableaux Excel avec des petites formules, voilà, c'est pas compliqué. Ce qui est génial, c'est qu'en plus quand vous lancez votre business, ou vous prenez les stats des 12 derniers mois et vous faites un prévisionnel sur les 12 prochains mois, ce qui est génial, c'est pas comme les business plans comptables, il n'y a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous regardez vos stats, vous regardez si vous êtes dans la bonne tendance. Nous, en général, on a trois niveaux, tendance haute, normale, basse. Et on regarde lequel est le bon. Et si c'est un mix de tous, ben on refait le tableau pour essayer de comprendre voilà, comment est-ce qu'on va reprendre, où est-ce qu'il faut rebosser, où est-ce qu'il faut retravailler les choses. Et après, bah, ça déroule tout seul. Et surtout, il n'y a plus de panique avec une virgule de Google qui est modifiée. AdWords, en plus, tout à l'heure, quand j'ai parlé du site de rencontre sadomaso, c'était pas une blague, et c'est qu'on a managé les AdWords pendant 4 ans d'un site de rencontre sadomasochiste et qui bah, voilà, ne peut plus faire de AdWords maintenant. Voilà, c'était le... Comment on appelle quand les stagiaires débarquent le premier jour le bizutage. Le bizutage, c'était ça. Avec un très froid, on va te demander de faire une petite étude de marché, mots-clés, marketing. Donc on t'ouvre un compte, tu regardes et tu nous fais toutes les répartitions, etc. Et c'était, en plus, on pouvait faire des études marketing avec, c'était marrant. Mais voilà, et on lui parlait sérieusement jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il était obligé de nous balancer des trucs, puis c'était chaud quand même, les mots-clés. Et voilà, en essayant de pas se marrer. Et je vous remercie, j'ai fait plus court, je pensais que je ferais plus long, mais à cette heure-là, je pense que ça va. Est-ce que vous avez des questions? 17h30 vendredi soir. Ah, non. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'acquisition, de conversion, mais on n'a pas parlé de rétention et un petit peu de referral. Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile à mesurer ou est-ce que c'est... Alors, par rétention, c'est fidélisation? Ouais. On est d'accord. Moi, voilà, j'ai fait un truc sur le trafic alors que normalement, je fais que de la conversion. C'est un des gros défauts qu'on a à peu près tous. On n'est pas bon sur le web, on est tellement focalisé sur cette augmentation de trafic et ce taux de conversion qu'on en oublie les principes même du marketing, c'est que le coût de conversion est beaucoup moins élevé que le coût d'acquisition. Et effectivement, pour travailler cette rétention, moi c'est vrai que je l'appelle plus, voilà, pour le travailler, social media, newsletter, c'est clair. Le gros boulot il a fait en social media de développer sa communauté, qu'on a une communauté de clients et qu'on échange au maximum avec ses clients. Après, je pense que pour toutes les boîtes, c'est un gros problème de temps, absolument partout. Déjà, quand ils se font insulter sur leur page Facebook, c'était le cas il y a 2 jours là pour un prospect qui se fait massacrer sur sa page Facebook, il répond même pas. Alors j'imagine, pour fidéliser, ce serait pire, quoi. Si déjà il répond pas quand il se fait allumer, pour la fidélisation, il répond pas. Mais le rêve,
Bah, moi, je sais que on a une agence, on est 6, 7, on est 8, on va passer à 10. J'ai pas de commercial. Je fais pas de pub, j'ai pas de commercial, je ne démarche personne. J'attends que les gens ils m'appellent. D'accord? Donc moi, mon intérêt dans la société, c'est la rétention de clients. En l'occurrence, on s'est créé il y a 6 ans, on a encore 4 clients du début, et en général, on les garde. Voilà, moi, je me dis toujours, le jour où j'ai le nombre de clients qui me va, c'est bon, on continue avec, hein, je ne veux pas aller plus loin. Mais ce serait bien d'arriver à faire pareil. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple la fidélisation, parce que ça intègre la notion de gestion de la relation client. Or, dans la gestion de la relation client web, la priorité des boîtes, c'est la e-réputation négative, c'est de s'éviter la e-réputation négative. Et ils oublient de travailler la e-réputation positive et de travailler avec leurs clients au travers du social media. Vous avez, il y a des trucs qui ont été tentés en France par rapport aux États-Unis, on est super en retard. Il y avait Société Générale qui avait lancé un compte Twitter SG et vous. Nous, on est la boîte est Société Générale, donc je m'étais abonné au truc Société Générale et vous. Officiellement, l'accroche c'était on répond à toutes vos questions dans les 30 minutes. Génial, super. Sauf que, en fait, au milieu des 3 pauvres questions qui se battent en duel, il y a 27 pubs de la Société Générale. Donc tout le monde se barre en courant. Avec Aéroport de Marignane, on a eu des réflexions là-dessus aussi, parce qu'il y a une page Facebook et il y a plein de gens qui posent des questions. Le fait de découper, qui est la page Facebook des actus de Marignane, parce qu'il y en a beaucoup, et à côté la page gestion de la relation client. Il y a une grève, les camionneurs bouchent l'entrée nord, le truc du parking marche pas, ou alors tout va très bien. Mais voilà, ce travail-là, c'est vrai qu'on est tellement tous dans l'acquisition qu'on en oublie un petit peu cette partie-là. Je reconnais. Nous, on essaye, mais moi, je vois le problème du social, en social média. Les gens sont vraiment pas captifs du tout. Enfin, vous le savez tous. Hein. Je sais pas ce qu'on peut dire au niveau des fans aujourd'hui, mais la première stat, c'était il y a 4-5 ans, disait 99% des fans ne reviennent jamais sur la page. Je sais pas où on en est, mais 2% ne reviennent pas ou 2% reviennent. Voilà, waouh, oh, putain, on est bon, quoi. Vous regardez quand vous faites des posts, c'est toujours les mêmes. Vous avez vos 15 ambassadeurs qui retweetent, qui repostent, ouais, merci à eux. Et à côté, les 22 000 autres, on les a jamais revus. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé le bon truc. Microsoft bosse vachement avec Twitter, il y a Dell qui bosse vachement avec Twitter. Mais voilà, je vois pas la bonne solution, c'est ça, mais ça marche pas. Moi, je suis un fan de newsletter quand il y a des belles bases de données clients et que c'est des sociétés avec du réassort. Là, on travaille avec un spécialiste, une boutique en ligne pour tout ce qui est cosmétique black, d'accord. Les cheveux, j'ai jamais vu une newsletter marcher autant de ma vie, jamais. Là, en plus, elle est moche pour l'instant, elle est pas parfaite, mais ils appuient sur un bouton, on voit le chiffre qui tombe derrière. Waouh. C'est un fantasme pour tout le monde, quoi. Et donc là, en l'occurrence, eux, on a bien vu qu'ils travaillaient bien leur base de données clients, même si le mail et la newsletter est pas fantastique, ils ont jamais fait d'A/B testing de newsletter. Voilà, quand on voit le chiffre que ça fait dès le départ, on a un peu peur d'y toucher quand même. Mais par contre, on se dit que si ça fait ça peut toujours faire plus. Mais effectivement, ce serait la meilleure idée, mais personne n'y bosse sur la rétention. C'est triste. Autre question? T'attaques de la même manière sur des petits comptes, sur des news, Non, nous on travaille pareil pour tout le monde. Nous on a monté alors pour nous simplifier la vie et la vie de nos clients, on a monté un système de tarifs qui est tellement simple, c'est des forfaits horaires. 10 heures, 20 heures, 40 heures, 80 heures, 160 heures, etc. C'est le même coût horaire. Tout le monde nous dit pourquoi plus vous prenez d'heures, plus vous avez de mes neurones. Voilà. C'est le même coût horaire, donc on aborde exactement de la même façon. Après, le problème c'est sur le délai. C'est quand on a un client qui est à 160 heures par mois avec nous, on embraye tout le monde. Nous, chez moi, il y en a une qui est très douée en référencement, une qui fait du social media. Jérém et Arnaud, c'est les produits ads. Voilà, chacun c'est ses trucs. Donc, en fonction du volume horaire, il y en a soit, si c'est 10 heures par mois, il y en a qu'un qui bosse. Donc, on va les faire niveau par niveau. Après, on les fait dans les axes prio. Nous, le but, il est tout bête, c'est que même quand c'est un petit client, on essaie de trouver l'axe le plus rapide pour lui faire augmenter son chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, il pourra prendre plus d'heures, et s'il prend plus d'heures, on ira plus vite. Voilà, l'idée, elle est là. C'est d'essayer, voilà, pour les petits, parfois on fait les 3 en même temps, mais c'est chaud, quoi. En général, c'est comme tous ceux qui sont ici, enfin, qui ont des agences, on récupère des sites. Nous, il y a 2 trucs, c'est soit les sites catastrophiques en RefNat, je parle des petits, pas des gros. Les petits, voilà, soit on récupère des sites qui sont catastrophiques. RefNat, où finalement c'est pas si compliqué pour nous d'essayer de faire quelque chose. Déjà, on reprend tous les balisages, on restructure les pages en plan de dissertation, un seul H1, des H2
mes 3-4 H2 minimum. Voilà, je vire tous les H4, H5 qui traînent dans les footers et qui servent à rien et qui emmerdent Google. On refait du contenu, on rebalise tout, voilà, on refait. Et puis derrière, on lui trouve une stratégie de contenu à produire pour lui. Et puis on essaie de lui faire faire un petit peu de AdWords pour aller vite, pour qu'il monte un petit peu plus et qu'il booste en volume. On arrive même, sur les petits, on arrive à... Voilà, et puis il y a des petits qu'on fait devenir gros. On a récupéré un blog l'année dernière qui faisait... Voilà, il n'était pas petit le blog non plus, mais elle était toute seule. Elle faisait 400 000 pages vues par mois. Et on l'a amené en 8 mois, on l'a amené à 1 700 000 pages vues par mois. C'est en train de devenir le plus gros blog de déco en France. Et elle ne vivait que des AdSense. Et maintenant, ça va. Elle n'a pas besoin que des AdSense. On lui a monté une régie média interne et il y a Leroy Merlin, Casto, tout le monde tape à sa porte. Voilà. Et à elle, en l'occurrence, l'explosion, parce que j'ai vu qu'ici, il y avait donc des référenceurs professionnels, partie technique, ce qui est vraiment pas mon cas. On n'a rien fait en technique sur son site. Hein. On lui a appris à réécrire ses articles. C'est tout. On l'a accompagnée sur tout le rédactionnel qu'elle rédige super bien. Elle a des sous-titres de la mort. Ils sont hyper pensés SEO, ça on va pas se le cacher. Elle a des vrais articles qui sont longs. Voilà, on a tout repris, tout le site. Elle a explosé, enfin le trafic a explosé. Quand vous vivez de la pub, que vous en vivez avec 300 000 pages vues par mois, quand vous passez 1,6 million, 1,7 million dans l'univers de la déco, voilà. En termes de pub, là, je sais plus à combien elle vend tout l'habillage de page d'accueil, mais vu les annonceurs dessus, vu qui sont les annonceurs, je pense que ça va. Et on n'a rien fait en technique sur ce site, quasiment rien. Non, j'aime bien. Bah ouais, mais à côté, enfin c'est pareil, on récupère plein de clients en ce moment de sites dézingués, donc voilà, moi j'ai toujours fait du marketing et je pense que le web est marketing et qu'on peut faire du très bon web marketing. Il y a besoin de plein de trucs techniques, mais voilà, qu'à force de faire toutes ces astuces de référenceurs, voilà, s'il n'y avait plus toutes ces astuces de référenceurs, Google il changerait pas sa virgule tous les 2 jours, quoi. Il se calmerait un peu sur son algo et on serait un peu plus tranquille. Moi c'est juste une vision perso. Quand je vois des boîtes qui perdent et qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils se sont fait dézinguer en rêve d'un coup. Voilà, et qu'on regarde pourquoi le site a été déréférencé, parce qu'il y avait 22 000 liens sur les sites de cul, 12 000 liens sur ça, voilà. Une boîte de palettiseurs, des palettiseurs à 300 000 €, je l'ai trouvé sur 200 sites porno. Voilà. Et puis alors, c'était en formation en plus. On était en formation avec 20 personnes autour de la table, je regarde son truc, je vois des liens bizarres, je clique. Oh, j'ai pas fait gaffe à l'écran derrière. C'était du brutal, quoi. La PDG, elle était folle, quoi. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je sais pas, vous avez des centaines de liens sur des sites de cul. J'en sais rien, moi. Hein, j'ai déjà regardé, je fais, vous avez une boîte de référencement, elle me dit oui. Je fais, bah allez-y, vous pouvez l'appeler. Hein, enfin, voilà, c'était dangereux. Et après, en faisant des recherches, le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait des sites porno qui remontaient pas mal dans les SERP. Et dans les sites sur lesquels elle avait des liens, il y a des sites qui étaient bien remontés. Je l'ai trouvé, le premier truc, en tapant le nom de sa boîte, je crois que c'était 22 23e page, j'ai trouvé un des sites porno. Avec la balise title, c'était le nom de sa boîte, pas les teasers, machin truc. On cliquait, ça envoyait du lourd les photos quand même, hein, avec le descriptif de la boîte. Vous flinguez une boîte avec ça, quoi. Vous tuez une boîte. Donc voilà, après c'est ma vision.